de sacs. Village qu'ils ont appelé Suyuma Tulel. Le village perché du haut de la colline, entouré par un réseau dense de mares, de marigots, séparé de ce qui sera la ville de Podor par une rivière cachée par une muraille d'arbres, de végétations abondantes et denses, le tout offrant au site l'aspect d'une forteresse imprenable. À l'abri des prédateurs, la sérénité retrouvée, les fondateurs se perchèrent sur l'organisation de la communauté propre à tout groupement humain. Aboukan, Daouda Bokarsi, Djibi Issaouane, Ali Ibrassi, Seyd Bokoum Aou sont les fondateurs du village de Suyuma. C'est en 1960, à l'accession de la souveraineté nationale, que le village de Suyuma deviendra un quartier dans la commune de Podor, devenue commune de plein exercice. Autrefois appelé petit village du fait de ses dimensions, Suyuma n'en est pas pour autant petit par son histoire et ses hommes. Sans que la liste le soit exhaustive, retenons ce que l'histoire nous permet d'affirmer. El Hadj Malick Sy, disciple de Nasser ed-Din, quitte Suyuma, son village natal, vers 1880. Il remonte le village jusqu'à Sénédébou. Il est le fondateur au Sénégal de l'Almamat du Boundou et le fondateur de la dynastie des Sisibé du Boundou. Mamadou Racine Sy, né en 1838 à Suyuma, fils de Eliman Racine Ngoné Sy, né vers les 1810 à Suyuma, a été chef du village de Suyuma pendant 40 ans. Mamadou Racine Sy sera le premier capitaine noir de l'armée française. Thierno Ousmane Sy, originaire du village de Suyuma, est le père du prestigieux et vénéré guide religieux El Hadj Malick Sy Maodo de Tivaouane. Professeur Seydou Madani Sy, premier recteur noir de l'université de Dakar, petit-fils de Eliman Racine Sy, à ses origines du village de Suyuma. Le général Mamadou Niang, premier général de la localité, et le petit-fils de Amo Djibiwane, un des fondateurs du village. La vie religieuse islamique dans le village de Suyuma autorise à dire que les flammes ont été entretenues. Dundal Suyuma a été depuis l'aube des temps à l'avant-garde de la culture islamique, dont la longue chaîne de transmission n'a pas été rompue et ne le sera jamais, malgré les vicissitudes d'une agressive mondialisation. Nafi Sayer, bonjour. Ça va, Noumbada? Maoudou? Mada Tampere. Oui, mais parce que après avoir fait l'historique du quartier de Suyuma, tu ne peux que pouvoir. En Poulard. Je vais essayer, avant de partir, je vais essayer de parler, de dire quelques mots. Alors on l'a vu, un quartier rempli d'histoire. Finalement, que retenir aussi de ce quartier qui a vu naître beaucoup de chefs religieux et de grandes personnalités aussi? Il faut retenir que le quartier de Suyuma est un quartier très religieux, très culturel et très riche en histoire. Comme tu l'as dit, il y a le père de El Hadj Malick Sy qui est né ici, qui est de Suyuma. On a aussi des personnalités comme le général Niang, Mamadou Niang, comme Mamadou Racine Sy, qui a été le premier à travailler avec les Français ici à Suyuma. On a aussi d'autres personnalités que vous avez vues dans le reportage, dans l'élément, et très riches, très religieux, parce que Suyuma a même son gamou, le gamou de Suyuma, le gamou annuel de Suyuma. Et Suyuma aussi était autrefois appelé petit village de par ses dimensions, mais un très grand village, très vaste de par son histoire, par sa culture. Et Suyuma aussi a vu naître des érudits, des personnes de grands noms, de grands noms ici sont nés à Suyuma. On a vu l'histoire de Suyuma donc est très vaste, très grand, et donc c'est un quartier, comme je l'ai dit, très culturel. Et nous l'avons vu cette semaine, en début de semaine, nous avons vu ces jeunes de l'association de Suyuma qui ont essayé, qui font tout pour faire renaître l'histoire, l'historique, la culture de Suyuma. Merci beaucoup Nafi Sayer pour nous avoir retracé l'historique de ce quartier finalement qui est incontournable quand on vient ici dans la
commune de Podor. Alors tout de suite, sans transition, on va partir à plusieurs kilomètres d'ici. On va partir à Ndioum. Ndioum, justement, qui fait partie du département, donc de Podor, n'est-ce pas, Aline Badara Kane, mais aussi Ndioum qui a sa spécificité. On en parle tout de suite. René Léon Fonseca s'y est rendu. Nous sommes à Ndioum, une commune nichée dans le département de Podor, à cheval entre le Waalo et le Djeri. Deux régions séparées par ce pont qui aujourd'hui fait la fierté des populations. Un ouvrage long de 160 mètres qui aura coûté plus de 7 milliards de francs CFA. L'infrastructure a été réalisée dans le cadre du MCA avec comme objectif principal relier l'île à Morphine au reste du Sénégal. Ainsi se concrétise une doléance vieille de plus de 70 ans. On fait renouveler les demandes et à chaque fois quand même il y avait des promesses non tenues. Mais maintenant que vraiment le pont a été réalisé grâce au gouvernement du Sénégal et grâce au MCA, au programme MCA, ça a participé quand même au désenclavement de l'île à Morphine. Parce que Ndioum est un jeune carrefour donc, qui est à cheval entre le Djeri et le Waalo. Donc ce pont permet quand même aux populations aussi bien du Waalo que du Djeri quand même que vraiment de faire leur va-et-vient sans grande difficulté. Au-delà du pont, 6 km de voiries ont été également réalisés et de belles perspectives s'annoncent. Prendre carrément l'électrification de Ndioum, qui est aussi une électrification qui date de très longtemps, que depuis que Ndioum était un village. Aujourd'hui, l'électrification actuelle ne répond plus vraiment à la demande de Ndioum. Donc c'est pourquoi nous avons des projets en vue de plus de 200 millions, qui est un projet déjà traité et acquis, qui va vraiment changer carrément aussi l'électrification au niveau de Ndioum. Nous avons aussi quelques kilomètres aussi de voiries qui vont suivre, mais aussi nous avons des projets aussi qui font partie des mesures d'accompagnement pour la réalisation de beaucoup d'infrastructures au niveau des écoles. Parce que Ndioum dispose de 9 établissements primaires, une maternelle, 2 collèges et un lycée. C'est dire que la carte scolaire est assez fournie. Aujourd'hui, Ndioum respire au futur. Ces nouvelles infrastructures ont complètement changé le visage de la ville. L'équipe locale est loin de s'arrêter en si bon chemin. Nous sommes en tout cas en train de travailler, aussi bien nous, équipe locale, qu'au niveau national, que nous sommes en train de travailler en synergie quand même pour le développement de la localité. Je pense que la population est en train de voir quand même les retombées de ce plan Sénégal émergent au niveau local. Avec ses 16 000 habitants, Ndioum reste la plus grande ville de Podor, la capitale économique de la zone, bien que n'étant pas chef-lieu de département. Merci beaucoup René Léon Fonseca qui nous revient de l'île à Morphine. Un mot sur Ndioum. On peut dire que le statut de chef-lieu de capitale départementale, en tout cas la capitale départementale reste Podor, qui est un peu enclavé quand même, comparé à Ndioum qui a la chance d'être carrément sur la route nationale, la grande route. Oui. Et quand on connaît maintenant l'importance des transports routiers, ça permet à beaucoup de localités de sortir de l'ornière et de connaître un très grand bond, comme on le dit. C'est à l'image même de Ourossogui. C'est le paradoxe entre Ourossogui et Matam, parce que c'est ça aussi le paradoxe qu'on peut noter ici dans le Fouta. Ourossogui n'est pas la capitale départementale, Matam est de loin la capitale départementale et même régionale, mais sur le plan du dynamisme économique, il y a beaucoup plus d'activités à Ourossogui, parce que Ourossogui aussi, à l'image de Ndioum, non seulement est sur la route nationale, mais est sur un important carrefour, parce que maintenant avec la réalisation de cette grande route-là, Linguère-Ranérou-Matam, qui débouche carrément sur Ourossogui, vous comprendrez aisément que les activités maintenant se sont décuplées. Seulement l'État a engagé pas mal de grands travaux pour désenclaver, dont le pont, le fameux pont de Matam, qui permet maintenant à Matam de respirer et d'accueillir les gros porteurs. Donc je crois que voilà, c'est de tels projets comme celui-là du MCA et peut-être celui-là engagé aussi par l'État allant dans le sens de réhabiliter cet axe vital pour l'économie du Fouta, que des localités historiques comme Matam, Podor, qui certes à un moment donné souffraient un peu de la comparaison devant de
soi-disant petites cités qui leur ont donné le pion sur le plan économique parce qu'ayant la chance d'être sur de grands axes de communication, vont carrément sortir du sous-développement et connaître un très grand bond allant dans le sens du développement. Et finalement, donc, les voies de communication sont essentielles pour le développement de nos terroirs. Et donc, cette carte postale vient de nous en administrer la preuve. Merci encore à René Léon Fonseca pour ce voyage aller sans transition. On revient ici même dans la commune de Podor avec la chronique éducation, c'est tout de suite. Vous le savez, Podor est rempli d'histoire. Le département de Podor, mais aussi même les habitants de Podor. Alors tout à l'heure, on me disait que ici, eh bien, les gens parlent poulard, mais aussi parlent très très bien le français. Effectivement, c'est vrai, c'est l'une des premières capitales régionales. C'est l'un des premiers départements à avoir accueilli les premières écoles. L'école 1 devenue, non, l'école régionale devenue école 1. Enfin, école Racine Sow. Massamba Diane, tu y as fait un tour. On jarama nafi mi weltima ateli anani seede rek nen anani seede mi salmina yimɓe Podor fop. Alors, il faut le dire, hein, je pense que le département de Podor, le foot de façon générale, est une terre qui a accueilli très tôt l'école sénégalaise. Et je pense que de Saldé à Kaskas, en passant par Podor, des écoles ont été créées, parce que vous vous rappelez un peu, on l'a vu avec le fort. Donc le colon s'est installé très rapidement ici dans cette zone. Alors, à Podor, ce qui est particulier, c'est que cette école a été fondée en 1894. Donc vous voyez un peu, déjà presque 200 ans, cette école existait et qui a vu passer plusieurs cadres, dont je citerai par exemple Maître Lamine Gueye. Oui. Maître Lamine Gueye était directeur de cette école. En 1911. Ensuite, oui, plusieurs autres figures emblématiques de ce pays, des personnalités sont passées par cette école, ont été formées au niveau de cette école. On a même parlé de Ndiawar Sarr, qui est de Saint-Louis, qui a été directeur d'école et qui a marqué la population de Podor. Et on raconte même une anecdote parce que quand Ndiawar Sarr sortait, tout le monde réglait sa montre pour dire qu'il est l'heure. Donc vous voyez un peu cette position de l'enseignant qu'il était. La ponctualité, absolument. Voilà. Et donc c'est tout cela qui est raconté par les témoignages que voici. Voici l'une des premières écoles élémentaires du Sénégal, pour ne pas dire de l'Afrique occidentale française, AOF. Créée en octobre 1894, l'école régionale puis école 1 a été rebaptisée école Racine Sow du nom de son premier directeur noir. Qu'on ne peut pas ne pas citer, et qui a eu à diriger cette école après juste Racine Sow. Il y a aussi Mapaté Ndiaye, il y a aussi Boubou Sall. Il y a Yayassi aussi, mon ancien maître, je ne peux pas oublier, qui est de fond Yayassi. Il y a aussi M. Mamadou Wan, et il y a aussi M. Mamadou Wan, deux frères qui sont succédés à l'école. 122 ans de vie, l'établissement commence à crouler sous le poids de l'âge. C'est une école qui est vieillissante, et vraiment on voudrait la réhabiliter. C'est des classes vraiment qui vont tomber en ruine. J'ai suivi des formations à l'EFI de Saint-Louis en Poulard en 2014, septembre 2014. Et jusqu'à présent, je continue à subir la formation. C'est une formation continue. La classe bilingue, c'est une classe où on enseigne les deux langues, le Poulard et le français. Actuellement, les classes bilingues, ce qu'on a vu, sont les classes où on a plus de résultats. L'école qui a formé plusieurs cadres au niveau national et international n'a pas suffisamment de salles pour abriter une bibliothèque. Les nombreuses quantités de livres et manuels scolaires offertes par une ancienne pensionnaire vivant au Canada restent encore rangées dans cette salle de classe transformée en magasin. Merci beaucoup Massamba pour ce sujet. Donc on l'a vu, une école remplie d'histoire. Et en même temps, dans ton élément, on a vu qu'il y a des classes bilingues. Oui, ça c'est véritablement une expérimentation qui est en train d'être déroulée au niveau de cet établissement. Vous savez, l'État du Sénégal avait dans un premier temps commencé à expérimenter ce qu'on appelle le bilinguisme, c'est-à-dire que dans chaque localité, on enseigne le français, mais en même temps, on enseigne la langue locale. Au niveau du Fouta, effectivement, naturellement, c'est la langue poulard. Alors dans cet établissement, il y a deux classes, le CP et le CE2, où on enseigne et le poulard
et le français. Et nous avons eu la chance de trouver des enfants du CP qui ont chanté pour nous une chanson en français. Je suis sage. Voilà. À ma place, en pulaar. À ma place, voilà. Et ils l'ont repris en pulaar. Aline Badara, tu sais chanter Je suis sage? À ma place. Non mais attendez, c'est deux fois en fait, on reprend, c'est un refrain. Je suis sage, je suis sage, à ma place, les mains sur la table, je ne bouge plus. Voilà. Voici Je suis sage en pulaar, c'est parti. Voilà, et puis d'ailleurs l'enseignante disait que c'est dans les classes bilingues où on trouve, en tout cas, où on a les meilleurs résultats. Oui, dans le sujet, on l'a bien vu, elle expliquait, Madame Aou, qu'effectivement, depuis qu'elle a commencé à utiliser le pulaar dans sa classe, elle-même, elle a fait la remarque. Au début, c'était difficile que les élèves comprenaient, surtout en lecture. Mais maintenant, quand elle commence son cours, parfois s'il y a des obstacles ou bien sur l'environnement pédagogique, des choses qu'elle veut expliquer, si elle n'a pas le matériel, elle peut passer par le pulaar parce que c'est permis comme c'est une classe bilingue. Et 2 ans après, elle a fait le constat, les résultats ont véritablement changé positivement. Et donc je pense que ça montre que c'est des choses. Elle a lancé un appel, elle dit que elle pense que par rapport à tout ce qu'elle a vu, si c'était possible de l'étendre le maximum possible, ce serait une très bonne chose. Donc je pense qu'à Podor, on peut déjà réfléchir sur ça. Merci beaucoup Massamba pour cette chronique. L'école régionale devenue école 1 et maintenant école Racine Sow. On passe à présent à la chronique invitée. Alors je rappelle que nous sommes ici au sein de la famille Sow et que nous émettons à partir du quartier de Souima. Monsieur Hassim Malik Sarr est notre invité, il est le coordonnateur du projet agriculture irriguée et développement économique des territoires ruraux de Podor au sein de la SAED, de la Société d'aménagement des eaux du Delta. Aline Badara. Et naturellement, dans la rubrique invitée durant en tout cas notre expédition ici dans cette partie nord du pays, c'est naturel que, c'est tout à fait naturel, normal que l'agriculture puisse se tailler la part du lion, parce que quand on parle de développement ici dans la zone, il ne peut passer que par l'agriculture. Alors M. Sarr, lui, il s'occupe d'un projet particulier, le projet agriculture irriguée et développement économique des territoires ruraux. Alors ce projet-là, son domaine d'intervention prioritaire reste l'île à Morphil. Alors pourquoi ce choix? Pourquoi vous avez mis l'accent plus particulièrement sur l'île à Morphil par rapport à ce projet quand même qui génère, disons-le, qui a été finalisé suite à un accord avec des partenaires pour un montant de 21 milliards de francs CFA? Merci Monsieur Khan. Tout d'abord, je tiens à vous remercier par rapport à cette invitation. Donc, d'ailleurs, je vous ai offert du riz de la vallée de la part du directeur général de la SAED. Encore pour vous montrer que la SAED, donc sa mission, c'est de promouvoir l'agriculture irriguée en rive gauche du fleuve Sénégal et particulièrement donc le développement de la riziculture. Pour revenir à votre question, Monsieur Khan, c'est vous dire que le projet a été, comme vous l'avez rappelé, financé par un partenaire privilégié, donc la SAED, notamment l'Agence française de développement à hauteur de 21 milliards, pour contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire dans le département de Podor, mais également pour assurer le développement économique des territoires du Podor. De manière beaucoup plus précise par rapport à votre question, je dirais que la zone de l'île à Morphil, qui est considérée comme une zone très enclavée, qui regorge d'énormes potentialités, mais également dont les aménagements aujourd'hui existants sont complètement dégradés, raison pour laquelle, suite un peu à la requête du Sénégal, l'Agence française de développement a accepté de financer un tel projet pour effectivement sortir donc les populations de l'île à Morphil de cette situation de pauvreté.
Donc ça c'est l'un des axes prioritaires de ce projet. Mais le projet en particulier a deux axes majeurs, notamment comment faire pour améliorer les conditions de production et de commercialisation donc des produits de l'agriculture, mais également de l'élevage, à travers des investissements, donc des aménagements agricoles, mais également à travers des aménagements pastoraux. L'autre élément également qui est extrêmement important, c'est comment également accompagner des acteurs pour pouvoir assurer une production, donc améliorer leur production et leur productivité, mais également la pérennisation donc des investissements. D'où l'intérêt de voir en tout cas ces deux axes donc qui sont des axes qui sont complémentaires donc pour asseoir le développement économique des territoires ruraux de Podor. Alors ce projet-là, en tout cas, son champ d'action, c'est l'île à Morphée, vous l'avez rappelé, mais une zone extrêmement enclavée. Il y a des préalables donc naturellement à satisfaire avant de parler de production, de productivité sur le plan agricole. C'est surtout nécessairement, forcément, le désenclavement. Est-ce qu'il y a déjà des projets allant dans ce sens avant carrément de pouvoir demander aux producteurs d'opérer des rendements supérieurs? Je crois que l'un des engagements particuliers que l'État du Sénégal a pris, notamment à travers ce projet, c'est d'abord de désenclaver donc l'île à Morphée. Et d'ailleurs, comme vous le savez, donc il y a un important projet de désenclavement de l'île à Morphée qui sera mis en œuvre incessamment. Et peut-être le président de la République pourra venir peut-être dans les jours à venir pour inaugurer quand même les travaux, le démarrage des travaux. Donc c'est un engagement particulier que l'État du Sénégal a pris, parce que même pour le bailleur, pour la SAED, il fallait, pour pouvoir assurer donc cette jonction entre production et commercialisation, il fallait nécessairement réaliser ces investissements. Donc l'autre élément également, c'est que dans le cadre de ce projet, il est prévu la réalisation de pistes donc pour assurer donc l'écoulement de la production, mais également d'autres types d'investissements qui seront de la responsabilité des communes, parce qu'il y a un important fonds d'appui intercommunautaire mis à la disposition donc des 10 communes bénéficiaires de ce projet. Alors par rapport aussi à ce stade-là extrêmement important dans le processus, dans tout processus agricole, c'est la question de la commercialisation, parce que les producteurs bien souvent se disent qu'ils ne sont pas bien accompagnés par en tout cas les techniciens, surtout par certains en tout cas des membres de l'État du Sénégal, allant dans le sens de mieux les protéger pour que les récoltes puissent être facilement écoulées et qu'ils ne se retrouvent pas quand même à opérer des investissements à perte. À ce niveau, quelles sont les assurances que vous pouvez leur donner? Ce qu'il faut dire, c'est que l'État du Sénégal a mis en place d'importants programmes, dont le programme national de financerie dont je parlerai, mais également il y a d'autres programmes de diversification qui sont en cours. Donc au niveau de ces différents programmes, nous avons une approche chaîne de valeur. Donc l'objectif étant donc d'asseoir en tout cas une certaine logique, aussi bien en amont de la production, mais également assurer la commercialisation. Et l'État, dans cette politique, essaie de mettre en place un cadre de concertation, notamment pour regrouper donc les acteurs, leur permettre de prendre leurs responsabilités. D'où l'intérêt de rappeler que quand même il y a le jeu des acteurs qui est surtout de mise dans le cadre de cette commercialisation. Et par rapport à cela, l'État a eu à faire d'énormes efforts. Si je donne l'exemple du riz, nous savons que l'État a mis en place un important fonds de commercialisation d'un montant de 5 milliards, sans compter les énormes efforts pour les concertations entre les différents acteurs, étant entendu que la responsabilité aujourd'hui, surtout dans cette politique de responsabilisation, consiste à mettre les producteurs, les autres acteurs, donc les différents acteurs au niveau de la chaîne de valeur, devant leurs responsabilités. Donc c'est en cela que la politique de l'État, les autres acteurs doivent travailler pour asseoir en tout cas une dynamique d'ensemble et permettre en tout cas d'arriver à l'atteinte des objectifs que nous sommes fixés. Alors Michel Sarr, vous le savez, ok, on vous offre du quinqueliba qu'on appelle Serraou. Voilà. Ok, je vous en prie. Voilà, juste merci. Ok, vous le savez mieux que moi, par rapport à toujours à cette, en tout cas à cette exigence-là que les autorités quand même se sont données de faire de l'agriculture sénégalaise carrément le moteur de notre développement, parce qu'on parle déjà de l'autosuffisance alimentaire. Cela passe irrémédiablement par une bonne mécanisation. À ce niveau, est-ce que vous allez subventionner les producteurs pour qu'ils puissent avoir le matériel adéquat pour pouvoir carrément répondre présent à ce rendez-vous lancé par l'État du Sénégal? Parce qu'on sait que par exemple une motopompe, ça coûte excessivement cher et ce n'est pas tous les producteurs qui en ont les moyens.
Je pense que l'État a fait d'énormes efforts dans ce sens. Aujourd'hui, il faut voir, même dans le département de Podor, il y a beaucoup de matériel qui ont été distribués, notamment pour permettre en tout cas d'assurer, non seulement donc parce qu'il s'agit d'assurer le travail du sol en amont, mais également d'accompagner les acteurs, surtout dans l'évacuation de la production. Donc aujourd'hui, nous pensons que l'État a fait d'énormes efforts, notamment à travers la subvention des tracteurs, la subvention de moissonneuses-batteuses, qui sont aujourd'hui peut-être distribués. Je pense que lors du débat qui sera peut-être organisé, vous pourriez en discuter peut-être de manière beaucoup plus large avec le délégué de Podor. Je pense que globalement, nous pouvons dire que compte tenu de tous ces efforts que l'État a fait pour accompagner les acteurs, notamment à travers cette subvention, mais également à travers donc la mise à disposition de ce matériel qui n'est pas en tout cas qui coûte excessivement cher à l'État. Je pense que nous pouvons penser que par rapport aux objectifs que nous sommes fixés, nous sommes sur la bonne marche. En tout cas, nous sommes vers la marche de l'autosuffisance. En tout cas, mes parents Alpulaar tiennent particulièrement aussi à leur terre, surtout sur l'île à Morphil, le fief de nos cousins Tchoubalo. À ce niveau, par rapport un peu pour prévenir en tout cas de certains conflits liés à la gestion du foncier, est-ce que ce projet-là a pu apporter des garanties aux populations locales pour les inciter à peut-être donner une partie de leur terre à des promoteurs privés, pourquoi pas? Bon, aujourd'hui, je pense que la SAED a déjà réfléchi sur cette problématique foncière depuis très très longtemps, notamment à travers la mise en place d'importants outils de sécurisation foncière. Je parlerai d'un outil qui est aujourd'hui surtout mis à la disposition des communes, qui sont aujourd'hui avec l'acte 3 de la décentralisation, qui sont davantage responsabilisés. Les plans d'occupation et d'affectation de sol, qui fixent les règles de gestion du territoire, de l'espace rural, notamment en divisant l'espace en plusieurs zones, des zones de gestion à vocation agricole, des zones de gestion à vocation élevage, etc. C'est tout cela pour éviter le conflit. Au-delà, nous avons également réfléchi sur d'autres outils de sécurisation foncière tels que la charte domaine irrigué, où il y a l'engagement de l'attributaire par rapport aux règles qui sont établies pour une optimisation, une rationalisation des ressources, la ressource eau et la ressource terre. Et nous sommes allés plus loin en mettant en place un système d'information foncière qui sera surtout aujourd'hui dans le cadre de ce projet renforcé et consolidé. Donc il y a un diagnostic qui sera fait, déjà il y a un travail qui a été fait. Donc l'objectif de ce projet, c'est de consolider tous ces outils pour doter donc les communes qui sont concernées, les 10 communes du département de Podor, de ces outils qui sont extrêmement importants pour assurer une sécurisation foncière. Étant entendu que quand même c'est après une appropriation qu'il faudrait rechercher un cadre de concertation pour éviter les conflits, mais également un suivi régulier de la mise en application de tous ces outils. Donc raison pour laquelle nous, dans le cadre de ce projet, il y a un important volet d'appui aux communes pour le renforcement de capacités, mais également pour la mise en application de ces importants outils. Même paradigme, parce que finalement l'objectif du gouvernement du Sénégal, c'est de faire de la région de la vallée de manière générale la Californie du Sénégal, et permettre à ce que cela soit un grenier au niveau évidemment économique, mais aussi un grenier au niveau de l'alimentation. À ce niveau, alors discutant hier avec une grande productrice podoroise, elle me disait que finalement le plus difficile finalement Podor-Lavé, c'était l'eau avec le fleuve, mais aussi finalement aussi le plus difficile, c'était l'aménagement, l'irrigation des terres, parce que c'est d'immenses étendues de terres. Et Badara Kane tout à l'heure parlait du foncier en disant que les gens tenaient à leurs terres. Aujourd'hui, quel est le défi majeur auquel vous êtes confronté au niveau de la SAED par rapport à cela? Le défi majeur, je pense que ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut comprendre la sociologie qui est différente d'une zone à une autre, en tout cas d'un département à un autre. Si vous prenez le département de Podor et la région de Matam, je pense qu'il y a une sociologie qui fait qu'il est encore très très difficile de céder la terre aujourd'hui. Mais je pense qu'il y a d'énormes efforts qui sont faits pour les rassurer davantage, mais également mettre en place, c'est là où je disais que ces outils qui seront mis à leur disposition, l'appropriation de ces outils devrait permettre de garantir cette sécurisation foncière. Et également, l'objectif pour la SAED, c'est de ne pas en fait
c'est de permettre à ces populations qui vivent dans ces localités de pouvoir bénéficier d'aménagements et de pouvoir également bien gérer ces terres-là en exploitant. Donc, raison pour laquelle, dans le cadre de ce projet, nous avons prévu d'aménager plus de 2300 hectares. Donc, il s'agira de réhabilitation et d'extension, mais également d'accroître d'autres superficies, surtout de réaliser des ouvrages de décrue pour permettre en tout cas à des populations qui ne bénéficient pas encore de terre de pouvoir exploiter en période donc de crue ou de décrue. Donc je pense qu'il y a toute une dynamique qu'il faudrait peut-être comprendre et observer, mais en accompagnant également les acteurs à pouvoir bien gérer quand même cette dynamique économique, parce qu'il s'agit forcément d'acteurs qui ont des intérêts qui peuvent être parfois divergents, mais l'État jouant son rôle de régulateur, son rôle également de fédérateur par rapport à cela, donc met en place les outils pour pouvoir assurer cet équilibre au niveau social. Oui, peut-être une dernière question. Voilà, jadis les grands programmes agricoles ne prenaient pas en compte cette couche-là très importante qui est la couche féminine. Là, je me fais l'avocat des femmes. Dans le projet que vous pilotez, quelle est la part qui leur est réservée? Est-ce qu'elles sont bien prises en compte? Je crois qu'aujourd'hui, la SAED, dans le cadre de sa politique d'aménagement, nous avons pris l'option d'avoir près de 10% des aménagements réservés aux femmes. Donc, dans le cadre de ce projet également, c'est les mêmes ratios qui seront peut-être conservés, étant entendu que également ça dépendra de leur capacité à pouvoir bien gérer cette terre. Donc, et dans la deuxième partie, on va davantage développer parce que effectivement, on est un peu rattrapé par le temps. On y reviendra, je vous le promets, dans la deuxième partie, notamment les perspectives, notamment le foncier à l'endroit des femmes. Et surtout la prise en compte aussi des intérêts des femmes, parce qu'elles sont très actives aussi dans l'agriculture ici à Podor. Absolument, on y reviendra. On sait que le sujet est très passionnant, mais surtout aussi c'est normal. C'est aussi l'objectif, l'un des objectifs du déplacement de cette émission, c'est de permettre davantage de mieux faire connaître les potentialités de cette partie du pays. Je vous propose une page de publicité, suivra le clip du jour. ak fukki dërëm rek woo naa ci sama vétérinaire. allo waaw nag yi mucc nañu de kañ la ñuy programme vaccin yi teg si woo ci sama client bi waaw dëgg bu yomb laa lay defar ci ren avec Orange daal mooy sama solution. Ñëw fort. Asirio,
parti pour le bloc d'infos. Tout d'abord, la première partie, c'est le journal. Le duo Fanta Badji René Léon, c'est juste après ceci. C'est l'heure du journal sur Kenkeliba. Fanta Badji René Léon, bonjour. Bonjour à toi Nafi, bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Bonjour à toi René. Bonjour Fanta Bada. Je dirais Kasoumaï. Bada Tempéré. Bada Tempéré. Voilà, ce matin nous allons justement parler des exploitations agricoles à Podor. Sur place, des périmètres rizicoles et maraîchers sont exploités par les populations des villages environnants. Exemple, Aguia, localité située à l'entrée de la ville, dans ce village, le GIE Djokore Ndam fait partie des producteurs les plus puissants. Nafissatou Diouf est allé à leur rencontre. Voici son reportage. À 5 km de Podor, juste à l'entrée de la ville, se trouvent les périmètres aménagés du GIE Djokore Ndam. Ici, le riz et l'oignon sont exploités, mais à moyenne échelle. Nous disposons de 41 hectares, mais seuls les 23 sont viabilisés, puisque nous n'avons pas beaucoup de moyens. Situés de part et d'autre du fleuve, ces terres ont dû être aménagées pour être exploitées. Le cours d'eau représente certes une opportunité, mais sans aménagement, ces exploitations ne peuvent espérer de grands rendements. On se débrouille comme on peut et Dieu merci, on parvient à tirer quand même quelque chose de ces terres. Ce dispositif permet d'irriguer ces champs. Les membres du GIE ont, avec des moyens rudimentaires, réussi à valoriser ces terres. Mais au moment de la récolte, ils sont obligés de louer un tracteur. Pour le tracteur, on se cotise pour l'avoir. Avec 23 hectares à récolter, il nous faut au moins un engin pour gagner du temps. Ces agriculteurs réalisent 2 récoltes par an. Chaque hectare produit en moyenne 800 sacs d'oignons. Pour le riz, ils peuvent se retrouver avec 120 sacs de 50 kg par hectare. Après la récolte, on ravitaille nos familles d'abord. Elles sont prioritaires. Le reste, on le met sur le marché. Parfois, on se retrouve avec un stock qu'on écoule difficilement. La plus grande partie de leur production est réservée à la consommation personnelle. Un faible pourcentage est commercialisé, mais avec beaucoup de difficultés. L'État doit penser aux producteurs locaux et arrêter les importations. La production sénégalaise est assez importante et peut nourrir les consommateurs. Au début de la création du GIE en 1984, l'association bénéficiait du financement de l'OFADEC. Mais depuis plusieurs années, ils fonctionnent avec leurs propres moyens. Des moyens limités qui ont besoin d'être renforcés pour espérer produire à grande échelle. Et nous restons dans le domaine agricole pour parler d'un agriculteur modèle. Son nom, Abdoulaye Racine Anne, il a très tôt cru au travail de la terre. À Dar es Salaam Kodit, il a pu valoriser de grandes surfaces agricoles. Un parcours qui force le respect. Retour sur le secret de la réussite d'un agriculteur dans la vallée du fleuve Sénégal. Et c'est avec Alioune Badarakan. Entre le Doué et Galinga, nous sommes à Dar es Salaam Kodit sur les terres d'Abdoulaye Racine Anne. L'homme d'une 50aine d'années peut admirer sa belle œuvre. Parti de rien, il a pu valoriser ce vaste domaine, plusieurs hectares de terre aménagés, du riz, bien sûr on est dans la vallée du fleuve Sénégal, de l'oignon sans oublier la banane. Abdoulaye Racine Anne touche à tout. Sur ces terres, l'autosuffisance est en marche. Mes parents s'adonnaient naturellement à l'agriculture et à l'élevage. Une tradition dans le Fouta. Et devenu adulte, je me suis dit qu'il fallait tout faire pour moderniser ces 2 activités afin de mieux nourrir ma famille, mais aussi de gagner plus d'argent. Aussi, les petites surfaces traditionnelles qu'on exploitait ne peuvent pas nous permettre de gagner de l'argent et d'avoir une agriculture viable. C'est ainsi que je me suis lancé en exploitant cette grande surface. Cet amour de l'agriculture, Abdoulaye le transmet à ses héritiers, en particulier son fils aîné Mamadou. Contrairement à beaucoup de jeunes de son âge qui ont choisi de migrer, le fils d'Abdoulaye Racine a compris très tôt que la terre ne ment pas. Alhamdulillah.
Dieu merci, je subviens à mes besoins grâce à l'agriculture. Je n'envie pas les jeunes de mon âge qui ont préféré quitter le foot pour aller gagner leur vie en se contentant de petits boulots. Seul le travail paye. Mon père m'a déjà montré la voie, alors j'en profite. Et je peux dire que j'ai un travail décent. À Koudit, les fruits de l'œuvre d'Abdoulaye Racine Anne profitent à toute une communauté. Des gens comme lui méritent d'être soutenus pour que le Sénégal émergent soit une réalité conformément à la vision du chef de l'État. Ces exploitations agricoles profitent à des centaines de personnes ici dans la zone de Dar es Salaam. Abdoulaye Racine Anne voit grand. Il croit à l'autosuffisance alimentaire pour le Sénégal, mais cela passe par davantage de soutien de la part des autorités de l'agriculture. L'agriculture d'aujourd'hui a surtout besoin de financement conséquent. L'aménagement des parcelles, l'achat de motopompes sont des investissements lourds. Il y a aussi la commercialisation. Il faut rompre avec l'informel en protégeant les producteurs, quitte même à imposer des quotas aux importateurs pour écouler le riz local. Plus de moyens, pour plus de production, la recette est trouvée. Ici dans le Podor, l'autosuffisance alimentaire n'est point une utopie. Cela est possible, mais à condition d'épauler et de motiver des entrepreneurs dynamiques comme Abdoulaye Racine Anne, une fierté du monde agricole dans cette partie du Fouta. Et nous parlons éducation à présent pour évoquer les abris provisoires dans la zone. On en trouve dans les villages situés aux environs de Podor. À Guédé, plus précisément, un abri a récemment vu le jour à cause de l'accroissement de la population. La seule école qui accueillait les enfants de la commune n'était plus en mesure de recevoir de nouveaux inscrits. On voit tout cela avec Jeanne Dior. Des branches d'eucalyptus asséchées constituent la matière première de cette salle de classe. Elle a été fabriquée il y a 8 mois à la demande de la population de Guia. Il y avait trop de petits en âge d'aller à l'école. Et à Guia, il n'y avait plus de place pour eux. On avait le choix entre se contenter de cet abri ou voir nos enfants attendre pour on ne sait quand. Les effectifs ont tellement grossi, les populations ont tellement essaimé, des hameaux se sont développés. Faudrait-il continuer à conserver une seule école qui a atteint sa vitesse? C'est l'école de Guia 2 qui a été créée. Naturellement, c'est une création de cette année. On ne peut la mettre que sous abri provisoire. Entre 1970, date de création de la première école de Guia, et aujourd'hui, la population a relativement augmenté. Dès lors, l'urgence de la construction d'une nouvelle salle de classe se posait. Il faut faire le choix, on ne peut pas laisser des enfants pour dire qu'il n'y a pas de bâtiment. Je pense que le besoin d'éducation est prioritaire sur le besoin d'un toit. Une salle de classe, c'est d'abord et prioritairement un enseignant, des élèves, des stratégies, des procédures maîtrisées et des contenus de valeur. La construction d'une salle de classe n'est pas encore à l'ordre du jour dans cette zone.